Bonjour à tous, comme chaque semaine, nous sommes ensemble pour une demi-heure consacrée au 9e art. Je ne saurais présenter évidemment cette émission sans mes complices préférés. Elle vous ravit par son enthousiasme et son sourire, et elle sait même parler plus vite que son ombre, Emmanuelle Klein. Bonjour Emmanuelle. Bonjour à tous. Et le non moins souriant beau gosse du grand Sud-Est et précieux représentant de notre partenaire BD Geste, j'ai nommé Laurent Gianatti. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas, bonjour Emma, bonjour à tous. Hello. Nous recevons cette semaine un jeune auteur plein de talent venu nous présenter son dernier album Commissaire Kwame qui est sorti oui, il vient de sortir, chez Gallimard. Donatien Marie, bonsoir. Bonsoir. Au programme également cette semaine, nous vous présenterons rien de particulier, hormis plein de livres, puisque nous avons décidé de faire la part belle. Décidément, il y a des jours où j'y arrive pas. La part belle au livre. Laurent nous offrira exceptionnellement, non pas un coup de cœur cette semaine, mais 2 coups de cœur. Alors j'entends déjà toutes ces groupies hurler derrière l'écran. Entre cases sur Watch. Ça commence. Bonjour cher Donatien Marie. Bonjour, bonsoir. Vous êtes venu effectivement nous présenter Commissaire Kwame qui vient de paraître aux éditions Gallimard avec Marguerite Aboué au scénario. Vous n'êtes pas seul sur ce livre-ci. Marguerite Aboué, on la connaît bien, c'est évidemment l'auteur notamment de Aya du Pougon, voilà, qui est adapté au cinéma, c'est 600 000 exemplaires vendus, j'ai vérifié les chiffres juste avant cette émission. Voilà, c'est un gros succès de librairie, gros succès également au cinéma. Prix du premier album à Angoulême. Oui, il avait eu un prix Angoulême dès 2006, voilà, ça a été tout de suite bien accueilli. On était, grâce à elle, allé visiter la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et là, finalement, avec Commissaire Kwame, on retourne à Abidjan. Alors, on va en parler avec vous dans un instant. Toutefois, 2 mots sur vous, puisque vous êtes tout jeune, on le disait, c'est vrai, vous avez publié 2 livres, cela dit déjà. Oui, 3, ouais. 3, ouais. Alors, pardon, j'en ai vu un chez Cornelius depuis 2024, alors pardon d'en avoir raté. Cela dit, ce qui est particulier, parce que j'ai quand même pris le temps de les feuilleter, pardon d'avoir pas eu le temps de les lire encore, mais du coup, j'ai envie de les découvrir, parce que ce que j'ai découvert notamment, c'est que vous aviez un graphisme très différent d'un livre à l'autre. Vous vous renouvelez, c'est parce que vous avez fait les Beaux-Arts à Strasbourg, on vous apprend plein de techniques, il fallait montrer que vous saviez les faire. Non, ça je suis pas sûr, mais par contre, c'est parce qu'en fait, je dirais que d'un projet à l'autre, il y avait à chaque fois, ça s'imposait un petit peu. Voilà. Ah oui, donc, en fonction du projet, vous changez. Voilà, souvent c'est la technique même qui m'amène à un projet narratif, et comme c'est la première fois que je travaille avec une scénariste, les précédents projets, je devais écrire moi-même. Et la technique m'influençait. Parce que le premier Baldéma, c'était avec Sophie Dutertre, elle était... C'était avec Sophie Dutertre, mais on était tous les deux à la fois à la réalisation, au scénario, c'est-à-dire que... Et puis le scénario, j'ai quand même écrit la plus grosse partie, on va dire. Donc pour l'écriture, ça m'a quand même influencé d'avoir le dessin, la technique. Les pages qu'on voit, par exemple, ça c'est vous qui l'avez dessiné? Celle-là, oui. Voilà. Et son Mais le dessin de Sophie m'a influencé aussi dans l'écriture. Enfin, je veux dire, c'est un mélange, quoi. Mais il y a vraiment des techniques absolument différentes. C'est ça qui est étonnant d'un album à l'autre. Oui. Est-ce que vous allez vous fixer un moment justement, je fais peut-être pas partie de cette famille cette famille d'auteurs qui... En bande dessinée, généralement, on garde un style et puis on le conserve pour raconter différentes histoires. Ouais. Et moi, j'ai du mal avec ça. Non, j'aime bien, au contraire, changer en fonction de l'histoire que je veux raconter, de technique, de type d'image. Et ça me... En même temps, il faut être un peu doué pour faire ça. Bravo, quoi. Ah bah oui. Oui et non. Tout le monde ne manie pas aussi bien l'aquarelle, la carte à gratter ou que ça encore. Ouais, peut-être que ça pose aussi un problème pour justement persévérer dans quelque chose. Ça peut poser des questions, je sais pas. Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'effectivement, cette nouvelle génération dont vous faites partie, qui sait se renouveler, je trouve que, au contraire, moi, je trouve ça assez bluffant, quoi, sincèrement. Donc voilà. Et donc, c'est le cas dans ce Commissaire Kwame, où finalement, on va être plongé en Afrique. Est-ce que vous êtes déjà allé en Côte d'Ivoire? Non. Pour être honnête, j'y suis pas encore allé. Là, Gallimard a prévu normalement que j'y aille un petit temps pour le numéro 2, que je puisse faire des croquis, m'imprégner un peu plus de l'ambiance. Là, pour le numéro 1,
pour des raisons de temps, et puis voilà, c'était assez... On a essayé de respecter un planning, et bah, j'ai plus travaillé avec de la documentation, et Marguerite m'a quand même bien... C'est ça, j'allais vous le dire, parce que comment est né le projet? C'est Marguerite qui est venue vous chercher, c'est Gallimard qui vous a marié, ça s'est passé comment? Alors à l'origine, c'est Marguerite qui, en fait, Gallimard, on se connaissait, on s'était déjà rencontrés, on avait envie de travailler ensemble, et en fait Marguerite a un festival, on était à côté l'un de l'autre pour dédicacer, et donc elle a pu voir mon album, elle cherchait un dessinateur, et il se trouve que voilà, elle m'a proposé le projet. Sans que vous ayez une sensibilité particulière pour le continent africain, en fait. Non, pas vraiment. Hein, j'avais jamais travaillé là-dessus. Non. Non, mais vous connaissez son travail sur Aya, par exemple, oui, ou Akissi. Qu'est-ce qui ne connaît pas Aya? Et alors, du coup, là, on part en Afrique. Alors, c'est un nouveau héros, le commissaire Kwame, hein, qu'on découvre sur la couverture. Ouais. Il n'est pas tout seul, il est avec son Arsène. Son adjoint, voilà, ce duo infernal. Et c'est une histoire policière, c'est une enquête policière, puisqu'il y a un meurtre qu'on découvre tout au début de l'histoire, d'un personnage important, c'est un magistrat, donc forcément, c'est pas un meurtre anodin. Et il va aller falloir rencontrer et découvrir plutôt qui est l'auteur de ce meurtre-là. Et alors, il y a une pléiade de personnages que vous avez dû mettre en scène, que vous avez dû... Voilà, parce que ça, je me demande comment elle a pu vous raconter ça. Elle vous a dit, tiens, il y en a plein, débrouille-toi. Elle les a décrits. Elle a fait comment pour vous présenter tout ce petit monde? Non, elle est scénariste, elle l'a écrit quand même. Non, mais dans la description physique, par exemple, est-ce qu'elle vous dit, il est comme s'il a des lunettes, il est gros, dans la description physique, non, c'est moi qui interprète en fonction de son rapport à l'histoire. Après, évidemment, sur certains personnages, j'ai proposé un certain physique. Elle m'a dit ah non, ça va pas du tout, donc j'ai dû le changer et en me donnant, évidemment, en m'argumentant la chose. Et si c'est justifié, ça va. Oui, non, mais tout à fait, non, parce qu'il y a certains personnages. Il y a une des policières, là, j'ai pas eu son prénom en tête, mais elle l'imaginait d'une certaine manière, et moi je l'avais représentée. Pour elle faisait pas assez femme moderne, enfin voilà. Et elle m'a expliqué exactement pourquoi, et j'ai tout à fait compris. Après, c'est aussi des modes un peu africaines que j'ai pas forcément en tête. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent bien, en tous les cas déjà, dans la personnalité des divers personnages, c'est-à-dire qu'on sent cette espèce de côté africain. Alors, je sais pas si c'est un peu archétypal par rapport... C'est-à-dire que je trouve que les personnages en font beaucoup, ce sont des personnages qui sont très, très en avant, très forts, et moi, c'est un peu comme ça que je m'imagine, en tous les cas, l'Afrique. Mais là, pour le coup, c'est Marguerite qui guide. Ah bah, elle guide, de toute façon, la manière dont c'est écrit, on a envie forcément que les personnages ils soient... qu'ils expriment plein de choses, qu'ils soient très vivants, parce que l'écriture même, elle impose un peu ça. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est très descriptive, très précise dans ses descriptions? Non, pas tant que ça, en fait. C'est pas dans les descriptions qu'elle va être précise, c'est plus dans les dialogues. D'accord. Les personnages, à chaque fois dans les dialogues, on sent qu'ils ont envie d'exister vraiment, qu'ils sont là, qu'ils ont envie d'être présents, qu'ils ont envie de se montrer, qu'ils ont envie de vraiment d'agir. On sent quelque chose d'énergique et de dynamique à chaque fois. Et donc forcément ça influence. Il n'y a pas vraiment de personnages secrets, effacés. On est vraiment dans une espèce de théâtre un peu... le commissaire, déjà, il est hyper énergique pour le coup. Il n'arrête pas. À chaque fois vous avez pensé à ce personnage dans Quai d'Orsay, vous voyez, de Blanc. Chaque fois qu'il rentrait dans une plage, il y avait le vent derrière. Là, c'est ça. Des fois qu'il rentre quelque part, il y a une espèce de halo de vent derrière tout le temps. Enfin, il est effectivement... il dort pas pendant 4 jours dans le scénario. Donc, il y a un moment donné où il faut qu'il ait des ressources. Et puis, vous permettez, là, je montre cette page-là, cette image, où il y a de temps en temps des grandes cases, comme ça. C'est assez rare en bande dessinée de se permettre ce genre de grande respiration. Il y a plusieurs fois ça, ou des grandes images. Alors, là, en l'occurrence, c'est une scène de meurtre, donc forcément, il fallait qu'on voit ça de près. Je ne sais pas à quel moment on choisit ou pas de mettre ces grandes cases, mais ça, ce sont des libertés graphiques assez rares en bande dessinée. Même si le récit est copieux, il y en a encore une autre ici. Enfin, je trouve que ça fait plaisir pour le dessinateur de pouvoir faire une belle image, une grande image. Non, ça c'est assez agréable. En plus, c'est pas dans le scénario. Enfin, je veux dire, c'est pas dans le découpage de Marguerite. Mais elle en avait envie. Après, elle m'a laissé la liberté, justement. Elle me disait qu'elle avait envie de grandes images.
Et elle m'a laissé la liberté de choisir à quel moment, quand. Mais ça veut dire, pardon, je vous coupe, mais qu'elle ne vous fait pas un découpage précis avec page 1, case 1, là on tourne la page à tel endroit. Vous savez, un scénario, c'est quand même en général si, précis. Il y a un découpage précis. Après, c'est les problématiques de mise en scène, c'est plus de mon ressort. Donc si j'ai envie de mettre tout d'un coup 10 cases au lieu d'en mettre 6, c'est parce que je pense que de temps en temps il y a trop d'action dans une case, c'est pas possible. Donc c'est moi qui refais le découpage. Et après la pleine page, j'avais le droit des pleines pages, je pouvais choisir quand est-ce que je les mettais. Et par rapport au scénario qui est quand même très très... ils sont tout le temps dans l'action, il n'y a pas de pause. Ça s'imposait un peu d'avoir des pleines pages comme ça. Et c'était un peu à moi de choisir où les placer. Il y a un autre choix graphique qui est assez étonnant, enfin visuel plus que graphique, c'est que toutes les cases sont arrondies. Et alors ça a l'air de rien, mais ou pas de cases, là j'en ai pas. Oui, ou pas de cases, mais partout où il y a des cases, excuse-moi, même les grandes, elles sont arrondies. Et je trouve que ça donne justement, ça appuie non pas le récit, mais ça appuie l'ambiance donnée dans le récit. Cette espèce d'arrondi, puisque encore une fois, c'est par rapport à l'a priori que je pourrais avoir de l'Afrique. Et de la Côte d'Ivoire en particulier. Et donc ce côté un petit peu arrondi, je trouve qu'il va parfaitement bien, qu'il est parfaitement adapté au récit et à l'approche visuelle du récit. Laurent, toi tu l'as lu ? Oui, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un album très drôle. Moi, j'ai beaucoup ri en lisant, notamment, je me rappelle de la scène de douche de Kouamé où on le découvre avec ses cheveux en forme de caniche après la douche et les cheveux qui tombent. Ça, je trouve ça très drôle. Je suis d'accord avec Emma sur le fait que j'ai trouvé quand même une certaine similitude avec les albums de Blin sur Quai d'Orsay, mais aussi sur Gus, dans la dynamique des personnages, sur la place occupée par le personnage principal dans les cases. Et on n'a pas parlé, par contre, on a parlé personnages, mais on n'a pas parlé des voitures qui sont très importantes aussi. J'allais y venir parce que c'est quasiment, enfin, dans le parler d'humour, c'est un des ressorts humoristiques du livre. C'est le fameux Arsène, son adjoint, qui renouvelle de voitures à chaque fois. Il a des voitures de collection toutes plus improbables les unes que les autres. Et d'ailleurs, même sur la couverture, on peut découvrir, il y en a une là où il a, enfin, une des voitures, mais il y en a d'autres, où carrément il a le gyrophare à la main parce que c'est un toit ouvrant. Je trouve ça absolument génial, évidemment, j'adore. Voilà, les voitures, ça fait partie effectivement de ces ressorts humoristiques. Pardon, je vous ai coupé, Laurent, mais c'était bien d'en parler. Oui, non, je voulais savoir si Donatien comment il avait fait son casting justement des différentes voitures qu'il avait dessinées dans l'album. C'est sa collection personnelle, en fait. Alors, en fait, les voitures, c'est pas dans le scénario de base. À l'origine, il n'y avait pas d'histoire de voiture. C'est juste que, je crois que le premier rendez-vous en allant chez Gallimard, je suis tombé sur une toute petite voiture que j'ai trouvée assez chouette, donc je l'ai photographiée. Et après coup, en ayant reçu le scénario, je me suis rendu compte qu'ils étaient en voiture tout le temps et je me suis dit peut-être qu'il y a un lien à faire. Et donc, j'ai proposé que l'adjoint du commissaire, il ait cette collection de petites voitures et qu'il se retrouve à chaque fois avec une petite voiture différente et que ça énerve un peu le commissaire. Ça permettait aussi de donner à l'adjoint une sorte un trait de fantaisie un peu supplémentaire. Ah, puis quand on va chez le ministre, on peut pas prendre une voiture comme ça, enfin, c'est pas possible. Parce qu'il faut qu'il rende des comptes, le commissaire, au ministre. Encore une fois, c'est une vraie enquête. Hein. Il faut découvrir qui est le meurtrier. Mais ça fait beaucoup rire Marguerite, elle a trouvé ça très bien. Après, elle m'a dit que c'était strictement impossible en Afrique d'avoir une collection de petites voitures compte tenu de l'état des routes. Donc voilà. Bien. Non, mais voilà, c'est drôle, c'est bien raconté, c'est bien. Franchement, j'apprends du coup, grâce à votre venue ici, qu'effectivement vous avez apporté beaucoup à ce scénario. C'est pas du tout une histoire de Marguerite illustrée par Donatien. Non, mais si, voilà, effectivement, c'est important de savoir qu'un vrai duo est né. Parce que c'est un tome 1, donc il y aura une série. Enfin, c'est une série, donc il y aura une suite. Oui, normalement, il devrait y avoir un numéro 2. Un numéro 2 aussi fourni que celui-là, hein, parce qu'il y a combien de pages là 104 pages. C'est pas moi le scénariste. Hein. Très bien. Donc, ça s'appelle. Un si joli jardin, le premier tome de cette série Commissaire Kouamé, donc qui vient de paraître aux éditions Gallimard, signé par Donatien Marie, qui est notre invité, et au scénario Marguerite Aboué. Vraiment, on vous le recommande chaudement. C'est notre petit coup de cœur du moment. Voilà, cette nouvelle série à découvrir si vous allez prendre des belles couleurs en Afrique. C'est une journée coup de cœur, puisque nous aurons à parler d'autres livres, et nous allons tout de suite enchaîner avec notre ami du Sud-Est. Surtout ne jamais se tromper. C'est la chronique et les coups de cœur. Les coups de cœur de BD Geste.
Alors Laurent, cette fois tu as choisi de nous parler de 2 livres exceptionnels. De 2 livres, parce que les 2 livres sont en fait liés. Alors je vais commencer par une histoire d'amour. Ça va plaire à Nicolas, j'imagine. Toujours, tu sais bien. Oui. En fait, ce sont 2 jeunes auteurs qui se sont rencontrés à Angoulême. Samir Dahmani est français, donc il a passé un master BD à Angoulême. Et Yumbo est coréenne, sud-coréenne. Elle est arrivée en France pour faire ses études également. Et ils se sont rencontrés tous les 2 à Angoulême, à master BD. Ouais. De là est née une histoire d'amour. Et Yumbo et Samir Dahmani se sont rendus plusieurs fois en Corée. Et de là, ils ont eu l'idée de présenter un projet alors commun et pas commun à la fois. C'est-à-dire qu'il y a 2 livres séparés. Mais les 2 livres vont traiter un petit peu de la même chose. Donc, d'une part, d'une sud-coréenne qui arrive en France. 2 livres séparés oui. Chez 2 éditeurs, même s'ils sont très liés. Même s'il y a un lien quand même, puisque c'est chez Stenkiss et chez Varum. Donc, d'une part, il y a donc Yumbo qui présente Je ne suis pas d'ici. Qui est donc édité chez Varum, et de l'autre côté, il y a Samir Dahmani qui présente Je suis encore là-bas, qui est édité chez Stenkiss. Voilà. Et en fait, les 2 livres ont certaines passerelles, donc ça, je vous propose de le découvrir à la lecture. Ouais. Il y a des passerelles qui sont évidentes, notamment dans le traitement graphique des 2 personnages. Tout à fait. Donc, je vais vous raconter un petit peu de... Excuse-moi, mais oui. Pour commencer, déjà, sur les couvertures. Absolument. Et on voit que les 2 personnages, donc notamment un chien chez Yumbo, et de l'autre côté un personnage tout en bleu chez Samir Dahmani. Donc on voit un petit peu que les deux auteurs ont voulu individualiser les 2, oui c'est ça exactement, les deux personnages, et montrer qu'ils se sentaient un petit peu seuls, un petit peu différents des autres dans leur pays respectifs. Donc Samir Dahmani, lui, raconte l'histoire de Sunji qui est traductrice en Corée du Sud, mais qui a vécu 10 ans en France. Et elle a beaucoup de mal à se refaire à la vie de Corée, où tout est assez codifié. Et donc Sunji va rencontrer un industriel, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais un industriel français. Et entre eux, il va y avoir une confiance mutuelle qui va s'installer. C'est-à-dire que Sunji va un petit peu lui raconter sa vie, son passé, et toutes les difficultés qu'elle a à se réinsérer à la société coréenne. Alors c'est drôle, et moi qui ne connais pas du tout la Corée du Sud, on apprend plein de choses, notamment la place de l'aîné dans la société coréenne. Donc je vais vous citer un petit exemple que m'a confié Samir lorsque je l'ai rencontré. En Corée du Sud, lorsque un aîné, par exemple un père en plat de famille, si un aîné s'en va, ouais. Donc pour aller faire de courses, tout le monde doit se lever en même temps que lui, le raccompagner à la porte et ensuite se rasseoir. Bonjour chez les grandes familles. Et lorsqu'il revient de ses courses, la même chose, tout le monde doit aller l'accueillir à la porte, l'accompagner jusque dans le salon et ensuite s'asseoir tous ensemble. Donc ça, c'est le genre de code qu'on rencontre en Corée. Ouais. Chose aussi que je ne savais pas, c'est que l'apparence est très très importante. On a l'habitude de dire que c'est plutôt en Occident que l'apparence est importante. Ouais. En Corée du Sud, c'est tout aussi important, sinon plus, qu'en Occident. Donc ça, c'est le récit de Samir Dahmani. Ouais. Juste graphiquement, on découvre ici les pages, c'est du noir et blanc, puis des petites touches de couleur régulièrement. Il y avait du bleu, là on voit du rouge. C'est pas mon vernis cadétant, hein, c'est vraiment sur la page. Exactement. Donc le bleu, c'est vraiment pour individualiser Sunji, pour montrer qu'elle ne se sent pas en phase en fait avec les autres filles de son âge en Corée. C'est très joli, hein, vraiment. C'est très sympa. Et de l'autre côté, Yumbo, c'est un récit qui est beaucoup plus autobiographique. Donc là, ça raconte vraiment son histoire. Elle est partie donc de Corée du Sud pour aller étudier en France. Et ça raconte toutes les difficultés qu'elle a eues à s'insérer dans la société française. Oui. Donc elle raconte notamment que dès son arrivée, elle a cherché à rencontrer d'autres Coréennes, déjà parce qu'elle ne connaissait pas la langue française. Et il y a plein d'anecdotes sur la perception d'une Coréenne en France. Donc c'est super intéressant. Et notamment, je me rappelle de la place du professeur. En France, il y a quand même un dialogue qui peut s'instaurer entre un élève et un prof, alors qu'en Corée, ce n'est pas du tout ainsi. C'est-à-dire que le prof a parole d'évangile et l'élève a juste à écouter ce que dit son prof. Et ce qu'on a reproché très longtemps à Yumbo, surtout dans une carrière artistique, c'est que les profs auraient aimé qu'elle s'investisse un petit peu plus et qu'elle ait son libre arbitre, alors que Yumbo attendait justement que son prof lui dise exactement ce qu'il fallait faire. Pourquoi il a une tête de chien, ce personnage, alors du coup ?
Alors, la tête de chien, justement, c'est pour montrer qu'elle n'est pas comme les autres. Un petit peu comme Samir montrait que Sunji n'est plus comme les autres en Corée. La Yumbo montre qu'elle n'est pas encore comme les autres en France. D'où le titre Je suis encore là-bas. Et alors, c'est étonnant. Je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas d'ici. Alors, c'est étonnant parce qu'on a l'impression que c'est que des crayonnés, en fait. C'est que du crayon, en fait. Absolument. Ouais, c'est que du crayon. Moi, je trouvais ça très touchant. Et les deux histoires se font vraiment écho l'une et l'autre. C'est presque un lire en parallèle. C'est vraiment sympa. Donatien, ça vous plaît? Ouais, beaucoup. Ouais. C'est très beau. Et puis je me posais des questions parce que c'est marrant, en bande dessinée, il n'y a pas tellement. Enfin, c'est rare. Je sais pas. Il parlait de bande dessinée romantique. Il y en a pas beaucoup en fait. Enfin, je sais pas si c'est romantique. Je les ai pas lus. Mais le genre romantique, en fait, même quand on regarde en bande dessinée, on l'en trouve pas, alors que dans le cinéma, dans la littérature, le genre romantique, on en trouve. Les fameux films de filles dont je raffole. Et la dernière fois, on se posait des questions avec des copains. Des bandes dessinées romantiques, il y en a peu. Moi, je pense peut-être Vives, il fait de la bande dessinée un peu romantique. Qui plaît aux filles, on va dire. Avec le bout du chlore. Non, mais on va dire dans le genre, quoi. Il travaille là-dessus, c'est hyper intéressant. Alors, Laurent, romantique ou pas? Oui, alors c'est vraiment parce que justement l'extérieur est romantique puisque les auteurs sont en couple, mais dans la BD on ressent un petit peu moins le côté romantique. Et justement, j'avais demandé à Samir s'il avait hésité à faire naître une histoire d'amour entre la traductrice et l'industriel qui part en Corée, et il m'a dit qu'il avait hésité. Et qui pensait que c'était un petit peu too much si une histoire d'amour était née entre deux, mais qu'il avait hésité. Donc c'est du romantisme, mais passif en fait. Oui, quand tu le verras, tu lui diras non, l'amour n'est jamais too much. Je ne suis pas d'ici de Yunbo, c'est paru chez Varum. Je suis encore là-bas de Samir Damani, c'est paru chez Stan Kiss. Voilà, faut lire, on peut lire l'un séparément les autres, mais évidemment c'est amusant de s'amuser à lire les deux pour faire des comparaisons de l'un puis l'autre. Merci cher Laurent Giannetti pour votre coup de cœur de la semaine. Emmanuel. Moi, mon coup de cœur, c'est un gros livre, c'est le pavé de la semaine. Je vais imposer la rubrique dorénavant. Ça s'appelle Spinning. C'est une traduction d'une américaine qui s'appelle Tilly Walden. C'est son deuxième livre déjà, alors qu'elle n'a que 21 ans. Elle avait déjà publié en 2015, mais on ne l'a pas eu puisqu'elle s'est restée aux États-Unis. Celui-ci vient de paraître chez Gallimard. Et en fait, comme vous le découvrez sur la couverture, on a des petites jeunes filles qui font du patinage artistique. C'est comme la météo, faut que je sois dans l'envers. Bref. Eh bien, en fait, elle a fait du patinage. Elle a pratiqué le patinage pendant 12 ans. Donc, on la découvre en fait à un moment où elle a arrêté. C'est le début de la première scène où en fait elle va sur la patinoire et elle dit est-ce que je vais réussir? On se posait la question d'ailleurs, puisqu'elle est toute jeune, elle a 22 ans, comment est-ce qu'elle a fait pour faire 15 ans de patinage? Elle a commencé très 12 ans, très je vais mettre des chiffres. Elle a 21 ans, elle a fait 12 ans de patinage. Et en fait, elle raconte ça précisément. Elle a commencé très jeune, puisqu'on découvre, nous, à la fin, donc elle a arrêté lorsqu'elle avait 17 ans. C'est totalement autobiographique. Elle raconte son histoire, à quel point elle doit se lever. Moi, je trouve ça terrifiant, tous les matins, à 4 h du matin, tous les jours de sa vie, depuis qu'elle a 5 ans, tu m'imagines, enfin, je trouve ça dingue, pour aller sur la patinoire avant les cours, puisque évidemment, puis alors les cours le matin à la cour de patinage, l'après-midi à la cour de synchro, donc quand elles sont à plusieurs pour faire des chorégraphies, sans parler de tous ces week-ends qu'elle passe sur les routes pour aller faire des compétitions. Enfin, c'est d'une astreinte absolue. Et ce qui est une tristesse, moi je trouve ça assez triste, c'est que contrairement à toutes les petites copines qui sont accompagnées par ses parents, elle non. Donc elle s'attache beaucoup à ses entraîneuses. Elle a des entraîneuses qui, depuis sa toute petite, elle en a plusieurs fois changé, notamment d'ailleurs dès le début de l'histoire, elle quitte le New Jersey pour aller s'installer au Texas. Ses parents déménagent, du coup, elle doit non seulement se refaire des copines, se refaire au collège, au lycée, à la patinoire, et aussi une nouvelle entraîneuse. Pour elle, évidemment, c'est important dans sa vie puisque ça prend beaucoup de place. Mais là encore, voilà, tous les matins, elle va toute seule à la patinoire. Son père l'accompagnait un petit peu au début, puis rapidement, voilà, elle sait y aller toute seule, du coup, elle y va, enfin bref. Et du coup, ça aussi, elle est assez seule dans la vie. Elle a un frère jumeau, on découvre aussi, alors le patinage évidemment est un fil conducteur tout au long du récit, mais c'est aussi sa vie à elle qu'on découvre, et notamment donc ce frère jumeau, ce père, cette mère dont j'ai parlé, l'école, notamment il y a tout un passage très important sur le harcèlement à l'école, donc elle est terrorisée par une des jeunes filles au collège, et puis alors évidemment, un truc super important, elle a su très très jeune, à l'âge de 5 ans, dit-elle dans le récit, qu'elle était homosexuelle. Et donc c'est également, voilà, son coming out qu'elle raconte, comment elle va, puisqu'en plus elle est dans un milieu de filles,
Le patinage artistique, pour le coup, c'est très très féminin. Il y a quelques garçons qu'elle croise parfois dans les compétitions, mais en tout cas dans les cours tous les jours, matin comme après-midi, avec des filles. Elle a 10 coups de cœur par an, donc voilà, c'est un peu compliqué parce qu'évidemment, elle ne pense pas que ça puisse être partagé. Ça va l'être, heureusement pour elle, à un moment. Mais voilà, donc c'est tout plein d'histoires, évidemment. C'est son histoire qu'elle raconte. Son enfance, son adolescence. Voilà, depuis, je vous dis, on démarre lorsqu'elle a arrêté finalement, et puis elle va raconter toute son histoire. Il y a notamment chaque chapitre, en fait, qui est ainsi avec une grande illustration, qui porte le nom d'une figure. Là, c'est l'Axel. Alors moi, toutes ces figures-là, je les connaissais parce que j'ai parfois regardé du patinage artistique à la télé. J'ai quasiment jamais pratiqué, mais du coup, un Axel, c'est vraiment ça, ou le lutte, c'est vraiment ça. Donc les volts, voilà. Donc elle raconte que quand elle fait des volts, elle a tout le temps envie de rigoler parce que c'est une des premières figures qu'elle a fait quand elle avait 5-6 ans. Mais j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que sur le monde du patinage artistique, évidemment, on en apprend aussi beaucoup sur le fait que les filles, par exemple, sous les justes corps, elles ont pas à mettre des soutiens-gorge, donc elles mettent du scotch parce que sinon, par exemple, elle veut pas qu'on voit ses tétons. Alors elle lui a une fille, mais du scotch. Ah bon, d'accord, ok. Ou elle met pas de culotte non plus parce qu'il faut pas que ça. Enfin, mais non, mais c'est amusant. Moi, je sais pas. Je trouvais ça intéressant, évidemment, puisque je connaissais pas ce domaine-là. Les dessous d'un sport pourtant tellement romantique. Bah oui, mais bon, mais ça raconte si ça gêne de faire ça parce que voilà, on lui dit pas mettre de soutien-gorge. Je dis bah ouais, mais je veux pas. Bref. Donc ça s'appelle Spinning. On garde le titre en anglais. Tilly Walden. Encore une fois, c'est son histoire. Je peux raconter aussi qu'elle pratique le violoncelle. Ça, pour le coup, sa prof de violoncelle était une grande confidente. Voilà, mais il y a plein de choses, par exemple, dont elle dit à plusieurs reprises qu'elle n'en a jamais parlé. Et là, elle le raconte dans sa BD. Non, franchement, c'est à mettre dans toutes les mains. C'est 400 pages, un gros pavé. Tilly Walden, c'est paru chez Gallimard. Merci. Et pas que pour les filles, je vous assure. Alors, pour finir, mon petit coup de cœur à moi, ça s'appelle L'écorce des choses. C'est signé Cécile Bidot. C'est encore chez Varum. C'est une véritable merveille. Alors c'est une bande dessinée quasiment muette puisque ça raconte l'histoire d'une petite fille qui est sourde-muette de naissance et puis à qui il va arriver un certain nombre d'aventures, à commencer par un déménagement, puis la séparation de ses parents, etc. Enfin tout un tas d'aventures. Et ce qui est extrêmement touchant, c'est tout le livre fonctionne autour de la vision qu'a cette petite fille du monde finalement qui l'entoure, la manière dont elle s'arrange pour communiquer ou pour imaginer son monde ou pour vivre son monde avec ses parents, avec ses amis, la manière dont elle se crée une vie sociale malgré ce handicap qui ne semble plus vraiment un handicap. Elle vit dans un monde de silence, mais un monde très riche, très animé, très créatif. Et du coup, il y a très peu de texte. Évidemment, parce qu'elle n'entend pas, on se met à son niveau. Il y a très très peu de texte. C'est vraiment un très très bel album de cette jeune autrice, auteure Cécile Bidot. Donc autobiographique donc. Non, c'est absolument pas autobiographique. Ah, pardon, elle rentre complètement dans une histoire qu'elle a inventée. On va dire que ce type de handicap la touche particulièrement. Elle a beaucoup travaillé pour préparer cet album justement avec des malentendants, des sourds ou des malentendants. Et elle nous livre là un album extrêmement touchant, extrêmement juste quant à ce type de handicap et quant au handicap en général et évidemment à travers l'histoire de cette petite fille. L'écorce des choses de Cécile Bidot, c'est paru chez Varum. Très jolie couverture aussi. Alors voilà, nous sommes arrivés très très rapidement au bout de cette émission, donc je vais remercier évidemment mes compères. Merci Laurent, comme d'habitude, on se retrouve dans 15 jours. Bien sûr, merci Nicolas. Merci Emma, c'était toujours un bonheur de présenter avec toi. Merci Donatien, que j'espère on aura très vite l'occasion de retrouver pour le second album de Commissaire Kwame qui sort donc chez Gallimard. Merci évidemment à Benjamin, notre fidèle technicien, réalisateur, patron, un peu tout, le gars cumule. Un peu tout sur Entrecases. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur le site de BDGS, vous pouvez nous retrouver sur le site de Watch, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Dailymotion, etc. ou en podcast évidemment. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Facebook, sur Twitter, etc. On adore ça. On vous embrasse et on vous dit à dans 15 jours. Avec Causet, Grand Prix d'Angoulême. Oui, avec Causet. Oui.